est, est membre de Substance Grise et surtout Jared Mango, qui est un dynamique médecin qui fait avancer la science à travers la multiplication des différentes formations en ligne qu'ils organisent ensemble avec Substance Grise. C'est vrai que c'est depuis plusieurs mois et plusieurs années, Jared sait qu'il m'a contacté, mais étant donné que j'avais beaucoup trop d'occupations, mais là, je me suis décidé qu'il fallait faire ce topo qui est un topo très intéressant et nous allons voir en quoi est-ce que ce topo est intéressant. Alors, donc, il m'a été demandé de vous présenter l'agression rénale aiguë, du diagnostic à la prise en charge thérapeutique. Je me mets en diaporama, vous me dites si c'est OK. Donc, je suis le docteur Yannick Landou, je suis interniste et néphrologue. En même temps, j'ai une casquette de membre de la Société africaine de néphrologie. Je suis dans le comité des jeunes néphrologues de l'Afrique, également dans le comité des jeunes néphrologues de la Société internationale de néphrologie. Alors, pour notre présentation, voilà le plan que je vous propose. Alors, en fait, pourquoi est-ce que nous devons parler de l'agression rénale aiguë? En fait, nous devons parler de l'agression rénale aiguë parce que c'est un problème de santé publique. Qui dit problème de santé publique veut dire qu'il y a une incidence élevée des cas d'agression rénale aiguë, environ 13,3 millions d'habitants. Et ce qui est important à retenir, c'est que 85% de cette population est issue des pays en voie de développement. Et la République démocratique du Congo, jusqu'à preuve du contraire, reste un pays en voie de développement. Donc, nous sommes totalement préoccupés, totalement concernés par ce problème de santé publique qui est l'agression rénale aiguë. Mais en fait, cela ne se limite pas seulement sur le taux ou bien la prévalence, l'incidence importante des cas d'agression rénale aiguë, mais surtout la mortalité liée à l'agression rénale aiguë, qui reste un élément très important. Et on dit, par exemple, que l'agression rénale aiguë va contribuer à peu près 1,7 million de décès chaque année. Et on ne s'arrête pas là parce que l'agression rénale aiguë peut passer, mais les complications à long terme sont tellement importantes sur le plan cardiovasculaire, l'hypertension artérielle et notamment la maladie rénale chronique. Et ne pas oublier que le coût de la prise en charge de l'agression rénale aiguë dans les soins intensifs est non négligeable. Donc, en fait, c'est un élément, une pathologie qui pose un problème de santé publique et pour lequel il faut s'y pencher. Alors, sur cette diapositive, en fait, cette diapositive est tirée d'une étude qui a en fait qui résume ce qu'on appelle l'objectif Zero by 25. C'est un objectif qui est fixé par la Société internationale de néphrologie visant à atteindre zéro décès à l'année 2025. Donc, c'est un objectif qui est noble, qui est grand. C'est vrai que c'est difficile de l'atteindre, mais en fait, l'objectif est poussé pour pouvoir atteindre ce taux de mortalité qui est nul. Et pour y arriver, mais il faut passer par la formation médicale sur le dépistage, le diagnostic de l'agression rénale aiguë. Et une fois de plus, je remercie les organisateurs pour avoir pensé à ce sujet. Alors, sur la diapo suivante, c'est juste pour vous dire que l'agression rénale aiguë est une réalité dans notre pays. Et par exemple, nous avons mené une étude durant la période COVID-19 pour dire que l'agression rénale aiguë était une réalité, mais surtout que l'agression rénale aiguë augmentait la mortalité des patients qui étaient atteints de cette pathologie. Donc, sur cette diapositive, on se voit, par exemple, sur la première figure, que la mortalité qui était de 13% chez les patients qui n'étaient pas atteints d'insuffisance rénale. Donc, je vais mettre comme mon curseur là. Donc, 13% des patients qui n'avaient pas une agression rénale aiguë seulement décédés en soins intensifs, alors que lorsqu'ils étaient atteints d'une agression rénale aiguë, cette mortalité était multipliée pratiquement par 4. D'où l'agression rénale aiguë représente réellement un problème de santé publique. Alors, il faudrait maintenant arriver à définir les concepts, parce que je sais qu'on est peut-être un peu perdu directement lorsqu'on dit agression rénale aiguë, alors qu'on était habitué à entendre parler de l'insuffisance rénale aiguë. Alors, initialement, on a bien défini l'insuffisance rénale aiguë comme étant cette réduction sévère
du débit de filtration glomérulaire qui s'associe des complications regroupées dans le concept ou bien dans le terme qu'on appelle le syndrome urémique sévère. C'était ces patients qui étaient oliguriques, donc il y avait une diminution du débit urinaire à moins de 400 millilitres par 24 heures, ou encore qui étaient anuriques, qui avaient une diurèse inférieure à 100 millilitres par minute. Mais on s'est rendu compte très vite que cette définition ne rendait pas compte du fardeau associé à l'insuffisance rénale aiguë. Pourquoi? Parce que les études ont montré que des altérations même légères de la fonction rénale dans un contexte aigu, donc liées à une variation faible de la créatinine, même une minime variation de la créatinine ou encore du débit de filtration glomérulaire ou encore de la diurèse, étaient associées à des conséquences majeures, notamment la mortalité. Donc, il ne suffit pas que de définir les patients qui ont une atteinte rénale aiguë sévère, mais également ces patients qui ont une atteinte minime, mais qui sont à risque de développer des complications à long terme. D'où est né le concept d'agression rénale aiguë. En fait, l'agression rénale aiguë prendra en compte non seulement les altérations fonctionnelles, donc de la filtration glomérulaire, mais également l'existence des atteintes structurelles de la structure, même si celles-ci sont minimes. Donc, bref, l'agression rénale aiguë est définie comme une baisse brutale, soudaine et réversible de la fonction rénale, autrement dit du débit de filtration glomérulaire. Et cela est traduit par cette élévation de la créatinine, c'est ce marqueur que nous utilisons indirectement pour évaluer la fonction rénale. Mais l'élévation de la créatinine reste un marqueur fonctionnel, un marqueur de fonction de l'expression rénale. L'autre élément qui permet de définir l'agression rénale aiguë, c'est cette baisse de la diurèse, soit une oligurie, une anurie, qui reste également un marqueur de production d'urine. Et vous allez voir que dans ce concept de définition de l'agression rénale aiguë, il y a un délai qui est fixé. Et ce délai, c'est une détérioration soudaine de 1 à 7 jours. Alors, tout ceci peut vous paraître absurde, mais l'idée initiale, c'est de rassembler, d'unifier les définitions. Pourquoi? Parce que longtemps, il y a eu plusieurs définitions qui ont été utilisées pour définir l'insuffisance rénale aiguë, actuellement appelée l'agression rénale aiguë, ce qui faisait qu'on ne pouvait pas avoir des chiffres comparables en termes d'incidence ou encore de prévalence de l'agression rénale aiguë. Donc, il y a eu des consensus, des réunions entre experts pour définir des critères de définition de l'agression rénale aiguë. Et vous verrez qu'en fait, il y a eu une évolution entre la première définition de consensus jusqu'à la définition actuelle, celle de Cadigo, depuis 2012, qui est la plus utilisée. Et dans cette classification, vous verrez en fait que la classification est faite aussi et gradée selon les stades de l'agression rénale aiguë qui répond à la gravité, le pronostic et la prise en charge des patients qui sont atteints d'agression rénale aiguë. Alors, la, la première classification qui a été utilisée, celle qui apparaît sur votre diapositive, c'est la définition de Riffel. Dans la définition de Riffel, en fait, il y a la notion de la créatinine de base, où le patient qui a une créatinine X de base et qui va l'augmenter de plus de 1,5 fois la créatinine de base, va définir ce qu'on appelait le risque de développer l'insuffisance rénale aiguë. Et lorsque le patient présentait une augmentation de la créatinine de multiplié par 2 ou encore une baisse du débit de filtration glomérulaire de plus de 50%, il était dans cette catégorie appelée injury ou lésion. Et l'insuffisance, en fait, était définie par une multiplication du taux de créatinine par 3 ou encore une créatinine qui était supérieure à 4 mg par décilitre. Donc, ce qu'il faut retenir de très important, c'est qu'il y a une créatinine de base, une créatinine référence du patient et une nouvelle créatinine avec une ascension, une augmentation de la créatinine qui peut se faire soit multiplié par 1,5, multiplié par 2, encore multiplié par 3, qui va définir la survenue de l'agression rénale aiguë. Et les stades ultimes, appelés loss and
end-stage renal disease, c'est les stades de complication de l'agression rénale aiguë. Donc, il y a un premier critérium qui est la définition de la créatinine en rapport avec une créatinine de base et une ascension de la créatinine. Et il y a un deuxième critérium qui est le débit urinaire. Comme vous le voyez sur la diapositive, en fait, lorsque vous avez un débit urinaire qui est inférieur à 0,5 ml par kilo par heure, cela définissait le premier stade Riffle. Alors, on a migré de ce stade Riffle vers un nouveau stade, une nouvelle classification, pardon, qu'on appelait la classification Akin. Alors, la différence, vous allez voir dans la classification Akin, on dit que dans le premier stade, une augmentation de la créatinine, même de 0,3 mg par décilitre, définissait déjà le stade 1 de l'agression rénale aiguë. Alors, je voudrais juste vous rappeler que l'objectif de la définition de l'agression rénale aiguë, c'est de regrouper le maximum de patients qui présentent une altération de la fonction rénale, même minime qu'elle soit, mais qui, à long terme, est exposée à des complications liées à l'agression rénale aiguë. Or, lorsque vous comparez la nouvelle définition Hakim, vous verrez que vous la comparez à la définition Riffel, vous verrez qu'il y a un élément additif, c'est cette variation de la créatinine de 0,3 mg par décilitre. Donc, il y a une légère ascension de 0,3 mg par décilitre qui peut paraître insignificatif, non significatif, mais qui a de l'importance parce que ce groupe de patients présente un risque élevé de mortalité. Et pour résumer, alors, donc, j'ai fait apparaître des nouveaux éléments par rapport à la définition Hakim. Vous verrez que dans la définition Hakim, on ne se base plus sur le débit de filtration glomérulaire qui existait dans la définition Riffel, et que, excusez-moi, Aki, c'est agression rénale aiguë, et que l'agression rénale aiguë était considérée après un statut d'hydratation. Alors, ce que je n'ai pas dit, en fait, pour dire qu'il y a agression rénale aiguë, il fallait exclure les cas de déshydratation. Donc, c'est-à-dire après correction du statut volémique du patient, si la créatinine reste élevée, en ce moment-là, on peut classer le patient comme ayant une agression rénale aiguë. Donc, il fallait exclure la déshydratation, mais également exclure l'uropathie obstructive. Qui dit uropathie obstructive, ça veut dire un obstacle d'écoulement des urines sur les voies urinaires. Et dans la définition Hakim, on n'avait pas besoin de créatinine de base comme la définition Riffel. Alors, pour résumer, donc, on est parti de la définition de la classification Riffel vers la classification Hakim en essayant d'améliorer la classification Riffel, premièrement, par la petite variation de la créatinine même de 0,3 mg par décilitre qui relevait une importance parce que associée à une mortalité. Alors, donc, on a Riffel d'un côté, on a Hakim de l'autre. Alors, la troisième classification qui est la plus utilisée, c'est la classification Cadigo et que je vous recommande parce que la classification Cadigo va intégrer les éléments de Riffel et va intégrer les éléments de Cadigo. Donc, j'ai bien mis là en bas, si vous voyez ma dia, Cadigo égale Riffel plus Hakim. Et quand vous voyez le Cadigo, le stade 1 de l'agression rénale aiguë, donc vous avez une multiplication de la valeur de la créatinine actuelle par rapport à la créatinine de base par 1,5 à 1,9, ce qui pouvait déjà exister dans la classification de Riffel. Et on fait un élément de la classification Hakim, celle qui est l'augmentation d'au moins 0,3 mg par décilitre de la créatinine. Alors, je vais résumer ceci pour faire simple, parce que j'ai présenté Riffel, j'ai présenté Hakim et Cadigo. Toutes sont des classifications de l'agression rénale aiguë. Toutes sont des critères qui permettent de définir l'agression rénale aiguë. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est que pour définir l'agression rénale aiguë, vous avez besoin d'une créatinine de base. C'est quoi la créatinine de base? La créatinine de base, c'est cette créatinine que le patient avait avant l'admission à l'hôpital. C'est cette créatinine moyenne sur une année avant l'admission à l'hôpital qui sera comparée à la nouvelle créatinine dosée à l'hôpital. Sur la nouvelle créatinine dosée à l'hôpital, s'il y a une augmentation, s'il y a une variation de plus de 1,5 par rapport à la créatinine de base, cela veut dire qu'il existe une agression rénale aiguë.
Et selon les stades de sévérité, lorsque vous avez une multiplication de 1,5 au moins, vous êtes au stade 1. Lorsque vous avez une multiplication de plus de 2, vous êtes au stade 2. Et lorsque vous avez une multiplication de plus de 3, vous êtes au stade 3 de l'agression rénale aiguë. Pour faire simple. Alors, quelques limites par rapport à la définition de l'agression rénale aiguë. En anglais, on dit EKI. Alors, la créatinine et l'urine sont des marqueurs fonctionnels et non structurels. Dans cette définition CADIGO, la dernière que j'ai présentée, en fait, il n'existe pas des marqueurs de lésions structurelles. C'est une notion très importante parce qu'actuellement, on définit l'usage des biomarqueurs de l'agression rénale aiguë qui peuvent être tubulaires ou encore glomérulaires pour définir l'agression rénale aiguë. Quelles sont les autres limites de cette définition? Alors, la créatinine, c'est un marqueur qui dépend fortement de la masse musculaire. Donc, pour les patients qui sont admis en soins intensifs ont un capital musculaire réduit, il y aura une faible génération de la créatinine, ce qui fait que vous aurez des cas d'agression rénale aiguë qui seront passés inaperçus parce que les patients ne génèrent pas de créatinine. Donc, il n'y aura pas une augmentation de la créatinine pour définir l'agression rénale aiguë. Il existe une augmentation retardée de la créatinine, par exemple chez les patients qui sont en hypervolémie. N'oublions pas que la créatinine, en fait, c'est un rapport de concentration. Donc, ça veut dire que le patient qui a une hypervolémie, vous aurez une créatinine basse, et le patient qui est très déshydraté, vous aurez une créatinine haute. Donc, chez le patient qui a une hypervolémie, vous avez une créatinine qui est basse et qui va s'élever très lentement et donc qui va sous-diagnostiquer les cas d'agression rénale aiguë. Alors, la question importante, c'est de se demander, mais le patient qui n'a pas de créatinine de base, qui n'a pas une créatinine de référence, comment est-ce qu'on fait pour définir l'agression rénale aiguë? Alors, le consensus dit que pour les patients qui n'ont pas une agression rénale aiguë, on se donne comme référence un débit de filtration de 75 ml par minute par 1,73 mètres carrés. Et à ce débit de filtration, on fait correspondre une créatinine qui est utilisée comme créatinine de base. Cela peut avoir ses inconvénients et soit sous-diagnostiquer les cas d'agression rénale aiguë. Et pour finir, vous avez vu que dans la définition, il y a un marqueur qui est la créatinine et le second marqueur, c'est le débit urinaire. Or, le débit urinaire, donc, soit c'est le patient qui présente une oligurie ou encore c'est le patient qui présente une anurie. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que le patient qui a une hypovolémie aura une oligurie et n'a pas forcément des lésions de structure. Et deuxièmement, il existe des agressions rénales aiguës à diurèse conservée. Diurèse conservée, c'est ce patient qui aura une augmentation de la créatinine, une augmentation de l'urée, mais une diurèse qui est conservée, donc qui n'a pas d'oligurie, qui n'a pas d'anurie. Donc, se basant sur le critère débit urinaire, ce patient ne sera pas présenté comme ayant une agression rénale aiguë. Alors, sur cette diapositive, on voit de plus en plus l'importance des biomarqueurs de l'agression rénale aiguë. Alors, je vous montre cette figure. Alors, en jaune, le premier cercle jaune, c'est le patient qui ne présente pas d'agression rénale aiguë. Deuxièmement, vous avez ce patient qui est à risque d'insuffisance rénale aiguë ou d'agression rénale aiguë. Et lorsque les lésions surviennent, en fait, c'est le stade des complications. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il peut exister des atteintes structurelles avant qu'il n'existe des atteintes fonctionnelles. C'est très important à retenir. L'existence des atteintes structurelles avant l'existence des atteintes fonctionnelles pour définir l'agression rénale aiguë. Et la traduction de ces atteintes structurelles a permis de définir la notion des biomarqueurs de l'insuffisance rénale aiguë. Et juste à côté, vous avez en fait une liste des différents biomarqueurs de l'agression rénale aiguë qui vont apparaître avant l'augmentation de la créatinine et qui vont permettre de définir l'existence de l'agression rénale aiguë.
Et ces biomarqueurs vont être intégrés dans la classification de l'agression rénale aiguë. C'est celle que je viens de faire apparaître sur la diapositive. Alors, vous vous rappelez que nous avons défini l'agression dans les stades de sévérité comme étant stade 1, stade 2, stade 3. Et ces stades vont être scindés suivant qu'il existe la présence des biomarqueurs ou pas. Suivez mon curseur. Vous allez voir que le stade 1, S, c'est le stade où il va exister là, plus. Donc, il va exister des biomarqueurs sans qu'il n'existe de modification de la créatinine. Si vous vous rappelez, la classification de Cadigo, on a dit que le stade 1, c'était une augmentation de la créatinine de plus de 1,5 par rapport à la créatinine de base, ou encore une augmentation de la créatinine de 0,3 mg par décilitre sur 20, en 48 heures. Alors, ici, il n'y a pas de modification de créatinine, il n'y a pas d'augmentation de créatinine, mais il y a l'existence des biomarqueurs d'agression rénale aiguë. Et ces patients sont déjà à considérer comme ayant une agression rénale aiguë. Le stade 1A, donc c'est le stade où on a l'atteinte fonctionnelle, mais pas d'atteinte structurelle. Le stade B, on a et l'atteinte fonctionnelle et l'atteinte structurelle, et ainsi de suite. Donc, on définira l'agression rénale aiguë, pas seulement sur base des éléments fonctionnels, c'est-à-dire de l'augmentation de la créatinine, mais également sur base des éléments structurels. Et ces éléments structurels sont définis comme étant les biomarqueurs de l'agression rénale aiguë. C'est ce qu'on appelle le subclinical EKI, c'est-à-dire des éléments infracliniques, c'est ce que ça veut dire, infracliniques de l'agression rénale aiguë, c'est-à-dire des éléments qui apparaissent avant l'élévation de la créatinine. Voilà, ce tableau S'il vous vous plaît, docteur présente les Yannick. différents biomarqueurs de l'agression. Oui? S'il vous plaît, docteur Yannick. Vous pouvez envoyer l'audio, hein? Vous avez oublié. Ah, d'accord, excusez-moi. Merci. Alors, sur ce tableau, on voit les différents biomarqueurs de l'agression rénale aiguë. Il y en a plusieurs. J'ai juste surligné les marqueurs, les biomarqueurs qui reviennent le plus, comme étant l'interleukine 18, le KIM1, le NGAL, le LFAB, la cystatine, le TMP2, pardon, et le IGFBP7. Alors, les deux biomarqueurs, les deux derniers biomarqueurs sont les plus utilisés aux États-Unis sous forme d'un test rapide qu'on appelle le néphro check test. Mais en pratique courante, on ne l'utilise pas encore. Il demeure encore utilisé dans les études expérimentales. Donc, là, en bas de votre diapositive, je vous ai juste donné un élément important en disant que les biomarqueurs de l'agression rénale aiguë permettent donc le diagnostic précoce de l'agression rénale aiguë. Cette diapositive résume encore ces biomarqueurs que nous venons de citer, la cystatine C, et les autres biomarqueurs du stress tubulaire comme le TMP2, le NGAL, le KIM1, le LFAB. Alors, le nouveau concept que je voudrais définir avec vous, c'est la maladie rénale aiguë. Alors, peut-être prochainement, nous parlerons de la maladie rénale chronique, mais je voudrais l'introduire en disant que la maladie rénale chronique, elle est définie comme étant une altération ou bien une baisse du débit de filtration glomérulaire et ou l'existence des marqueurs de chronicité, d'atteinte chronique rénale. Donc, la maladie rénale, elle va se définir comme étant des marqueurs de lésions rénales. Ces marqueurs des lésions rénales définissent les critères de structure, la structure qui est atteinte, et elle est également définie par la baisse du débit de filtration glomérulaire. Alors, cette définition, lorsque elle persiste au-delà de 3 mois, elle définit la maladie rénale chronique.
Et lorsqu'elle existe à moins de 3 mois, elle définit la maladie rénale aiguë. C'est une notion très importante et je vais la résumer en parlant de l'agression rénale aiguë, de la maladie rénale aiguë et de la maladie rénale chronique. Je reprends pour me faire comprendre et je vais l'enregistrer. La maladie rénale chronique est définie comme une baisse du débit de filtration glomérulaire inférieure à 60 ml par minute par 1,73. Je m'excuse, je vais revenir sur la diapo, c'est passé trop rapidement. Voilà. Donc, la maladie rénale chronique est définie comme étant une baisse du débit de filtration glomérulaire à moins de 60 ml par minute par 1,73 m² de surface corporelle et ou l'existence des marqueurs de chronicité. Quand on dit marqueurs de chronicité, en fait, c'est des marqueurs de lésions rénales. Pour parler de la maladie rénale chronique, ces atteintes structurelles ou fonctionnelles doivent perdurer pendant au moins 3 mois. Donc, on est à plus de 3 mois. Lorsqu'elle existe à moins de 3 mois, on parle de la maladie rénale aiguë. Et vous allez comprendre que maintenant, l'agression rénale aiguë étant définie comme étant atteinte structurelle et fonctionnelle ayant duré sur 7 jours, l'agression rénale aiguë fait partie de la maladie rénale aiguë. Et donc, regardez, je vais mettre mon curseur là. Vous allez voir, en fait, je vais lire ça en français, AKD, c'est maladie rénale aiguë en anglais. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui regroupe EKI, qui est l'agression rénale aiguë. Pour rappel, on a dit que l'agression rénale aiguë, c'était cette atteinte structurelle et fonctionnelle sur 7 jours. Et la maladie rénale aiguë, c'est cette atteinte et fonctionnelle sur moins de 3 mois. Et lorsque cette atteinte structurelle et fonctionnelle perdure au-delà de 3 mois, on définit la maladie rénale chronique. Donc, je reviens avec cette diapositive pour vous parler des différents stades, en fait, de l'agression rénale aiguë à la maladie rénale aiguë et à la maladie rénale chronique. C'est juste un rappel. Vous allez voir que l'agression rénale aiguë, on est à 7 jours. Donc, l'agression rénale aiguë, elle est réversible. Donc, elle doit être réversible dans les 7 jours. Lorsque vous êtes dans un stade d'agression rénale aiguë qui persiste jusqu'à 90 jours, on est dans le cadre de la maladie rénale aiguë. Lorsque cette atteinte rénale structurelle ou fonctionnelle perdure au-delà de 90 jours, donc au-delà de 3 mois, on est dans ce qu'on appelle la maladie rénale chronique. Voilà, ça c'est un autre tableau pour résumer ce que l'on a dit. Agression rénale aiguë, c'est 7 jours. Maladie rénale aiguë, c'est moins de 3 mois. Et maladie rénale chronique, c'est plus de 3 mois. Alors, parlons des facteurs de risque de l'agression rénale aiguë. Alors, nous disons que le risque de l'agression rénale aiguë est déterminé par des dimensions multiples. Et ce sont ces dimensions qui vont inclure les facteurs de risque. Alors, ces dimensions sont d'ordre environnemental, socioculturel, liées au système de santé, liées aux expositions, mais également liées au malade lui-même. Alors, lorsqu'on prend l'environnement, par exemple, lorsque vous vous retrouvez dans une région où il manque d'eau potable, donc ça veut dire que cette population ayant un manque d'eau potable va se retrouver souvent dans un contexte de déshydratation. Et la déshydratation, c'est un facteur de risque de l'agression rénale aiguë. Donc, l'environnement définit une dimension qui présente un facteur de risque de l'agression rénale aiguë. L'autre dimension, c'est les facteurs socio-culturels. Lorsqu'on prend les facteurs socioculturels et lorsqu'on se réfère, par exemple, à la population africaine ou encore congolaise, on retrouve un usage exagéré, un usage abusif ou un recours très fréquent aux plantes médicinales non sécurisées. Et ces plantes médicinales non sécurisées sont en fait des facteurs de risque de l'agression rénale aiguë. Lorsqu'on prend la dimension facteurs liés au système de santé, nous prenons par exemple la couverture vaccinale, l'usage des moustiquaires, ou bien bon, je me limite sur, par exemple, la vaccination. On peut lier, par exemple, le nombre important d'agressions rénales aiguës
liées, par exemple, à la COVID par le manque de couverture vaccinale des patients pendant la période COVID. Donc, ça, c'est un facteur lié au système de santé. Alors, la dimension exposition. L'exposition, comme facteur de risque, ce sont les infections sévères, comme le sepsis, la malaria, l'infection virale, comme la COVID, la chimiothérapie. Et pour finir, comme dimension, ce sont les facteurs liés aux malades. Alors, pour les facteurs liés aux malades, il y a des facteurs qui sont modifiables et des facteurs qui sont non modifiables. Donc, les facteurs modifiables, la déshydratation. Donc, si vous corrigez la déshydratation, vous évitez aux patients de faire une agression rénale aiguë. Mais il y a des facteurs non modifiables, comme l'âge. On est d'accord que le patient ou la personne qui a un âge avancé, étant donné qu'il a une réserve fonctionnelle rénale réduite, est à risque d'agression rénale aiguë plus que la personne qui est plus jeune. Alors, ça, c'est une pyramide qui résume en fait les différentes dimensions de risque de l'agression rénale aiguë. Et à l'intérieur de ces différentes dimensions, il y a ces différents facteurs de risque que nous avons définis et nous pourrons en discuter tout à l'heure. Alors, les étiologies. Moi, j'aime résumer les étiologies sur cette diapositive qui résume l'hémodynamique glomérulaire et je pense qu'on se rappelle bien de cette formule du début de filtration glomérulaire qui dépend en fait d'un coefficient d'ultrafiltration et du delta des différentes pressions qui exercent en intraglomérulaire pour définir la pression de filtration glomérulaire. Donc, on comprendra bien que s'il y a une baisse, s'il y a un choc hypovolémique, donc vous avez une baisse de la pression artérielle moyenne, vous avez une baisse du débit sanguin rénal, une baisse de la perfusion rénale et donc une baisse du débit de filtration glomérulaire. Alors, quelles sont les étiologies? Alors, vous vous rappelez ou bien vous connaissez bien cette classification des différentes étiologies de l'agression rénale aiguë en pré-rénale, en intrarénal ou rénal ou encore en post-rénal. Alors, en pré-rénal, comme exemple, c'est toutes les situations où l'on se retrouve en hypotension artérielle. Vous pouvez avoir une hypotension artérielle lorsque vous avez une perte digestive excessive ou encore lorsque vous vous retrouvez en insuffisance cardiaque avec choc cardiogénique ou toutes les conditions de choc ou encore lorsque vous avez été soumis, par exemple, à un traitement antihypertenseur important avec baisse de la pression artérielle moyenne. Vous avez dans les causes rénales. Alors, dans les causes rénales, il faut vous rappeler les différentes structures du rein. Donc, vous avez le glomérule, le secteur tubulo-interstitiel et le secteur vasculaire. Donc, sur le plan glomérulaire, vous avez des infections qui peuvent engendrer ce qu'on appelle des glomérulonéphrite aiguës post-infectieuses. Vous avez des atteintes glomérulaires aiguës liées aux maladies systémiques telles que le lupus. Vous avez des atteintes tubulo-interstitielles aiguës, surtout dans le cadre d'utilisation des médicaments. Et là, j'aimerais attirer votre attention qu'il n'y a pas que les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui exposent à l'agression rénale aiguë, mais les inhibiteurs de la pompe à protons actuellement sont reconnus comme étant pourvoyeurs également d'atteintes rénales. Il existe des infections, surtout virales, qui vont entraîner des atteintes tubulo-interstitielles. Il peut y avoir aussi des atteintes rénales aiguës sur le secteur vasculaire, telles que les sténoses au niveau des artères rénales, telles que les thromboses au niveau de la veine rénale, ou encore ce qu'on appelle les microangiopathies thrombotiques. Et l'atteinte rénale la plus importante, j'aimerais le dire dans le forum, l'atteinte rénale la plus importante ou l'étiologie la plus importante, c'est la nécrose tubulaire aiguë. Et la nécrose tubulaire aiguë peut être liée aux médicaments tels que les aminoglycosides. Je m'excuse. Tels que les aminoglycosides ou encore les cas avec survenue de nécrose tubulaire aiguë. Alors, cette diapositive résume également les différentes étiologies de l'agression rénale aiguë en utilisant comme le sens de l'aiguille d'une montre en partant des causes pré-rénales telles que l'hypovolémie, l'insuffisance cardiaque, le syndrome hépato-rénal,
les causes artérielles telles que l'occlusion des artères rénales, l'atteinte des petits vaisseaux définis par exemple la microangiopathie thrombotique, l'atteinte glomérulaire, j'ai cité les maladies auto-immunes qui pouvaient être responsables d'une atteinte glomérulaire aiguë, les causes infectieuses qui étaient responsables des glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse. Et la lésion la plus importante, je répète, c'est la nécrose tubulaire aiguë qui est liée à l'ischémie, au toxique, à la rhabdomyolyse et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui est important à retenir? Là, nous allons parler du diagnostic de l'agression rénale aiguë. Le diagnostic positif de l'agression rénale aiguë, pour mémoire, nous avons dit, nous nous basons sur les critères de Cadigo. Les critères de Cadigo se résument en utilisant le critère créatinine, augmentation de la créatinine d'au moins 1,5 fois la créatinine de base, ou encore augmentation de la créatinine sur au moins 0,3 mg par décilitre sur 48 heures. Et cela dans un délai de 7 jours. Lorsque vous avez défini l'agression rénale aiguë, il faut maintenant connaître quelle est l'étiologie de l'agression rénale aiguë. Et pour cela, il faut utiliser au moins 3 arguments ou 3 éléments paracliniques ou de l'examen qui vont vous permettre de discerner s'agit-il d'une agression rénale aiguë liée à une cause qui a atteint le secteur tubulaire, tubulo-interstitiel, glomérulaire ou vasculaire? La première des choses que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est que devant toute agression rénale aiguë, toujours obtenir une échographie rénale et des voies urinaires. Pourquoi? Parce que vous devrez toujours exclure une obstruction des voies urinaires. Chers amis, agression rénale aiguë, fermez les yeux, demandez d'abord une échographie rénale. Très important, très capital, et j'aimerais que vous puissiez retenir cela. Toujours exclure une cause obstructive devant une agression rénale aiguë. Deuxièmement, vous allez vous aider de votre tigette urinaire, votre bandelette urinaire. La bandelette urinaire renferme plusieurs informations qui vous permettent de dire nous sommes devant une atteinte glomérulaire, nous sommes devant une atteinte probablement tubulo-interstitielle, nous sommes devant une atteinte vasculaire. Donc, lorsque vous avez une agression rénale aiguë avec une protéinurie à plus de 3 croix, donc vous pouvez penser à une atteinte glomérulaire de l'agression rénale aiguë. Et en troisième, vous avez le sédiment urinaire. Le sédiment urinaire vous permet de distinguer le type cellulaire retrouvé au niveau de votre analyse urinaire. Lorsque vous avez des cylindres leucocytaires, cela peut vous orienter vers une atteinte tubulo-interstitielle. Lorsque vous avez des cylindres hématiques, cela vous oriente sur des atteintes glomérulaires. Donc, 3 éléments importants pour faire le diagnostic étiologique. Je vous répète une fois de plus, commencez toujours par votre échographie rénale pour pouvoir exclure une obstruction des voies urinaires. Faites votre bandelette urinaire pour rechercher une protéinurie, pour rechercher une hématurie, pour rechercher une leucocyturie, une nitriturie qui peut vous orienter vers une pyélonéphrite responsable de l'agression rénale aiguë. Faites un sédiment urinaire. Le sédiment urinaire avec l'analyse des différentes cellules ou cylindres vous permet en fait de dire l'origine de votre atteinte aiguë. Alors là, j'ai mis quelques éléments du sédiment urinaire. Par exemple, lorsque le sédiment urinaire précise qu'il s'agit des cellules tubulaires rénales, cela plaide en faveur du nécrose tubulaire aiguë. Lorsque vous avez, par exemple, des globules rouges qui sont dysmorphiques sur le sédiment urinaire, cela atteste d'une atteinte glomérulaire. Lorsque vous avez des cylindres hématiques, red cell cast, c'est des cylindres hématiques, cela oriente vers des atteintes glomérulaires. Nous pourrons en discuter plus tard. Alors, quelles sont les complications de l'agression rénale aiguë? Alors, pour parler des complications de l'agression rénale aiguë, il vous sera facile de les comparer aux différentes fonctions de cet organe noble qui est le rein. Alors, nous connaissons bien notre cours de physiologie et nous savons résumer les différentes fonctions du rein en fonction d'épuration des déchets azotés, en homéostasie, équilibre eau et électrolyte, équilibre acide-base. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que habituellement, on sait que dans l'agression rénale aiguë,
A priori, je dis bien a priori, il n'y a pas d'altération de la fonction endocrinienne, surtout en rapport avec la synthèse de l'hémoglobine. Il n'y a pas d'altération du métabolisme phosphocalcique, des exceptions prêtes. Donc, les complications, ce sera la rétention des déchets azotés qui vont définir un ensemble de symptômes qu'on appelle le syndrome urémique, avec des atteintes qui peuvent être neurologiques, bien connues sous ce qu'on appelle l'encéphalopathie urémique. Un trouble fonctionnel des plaquettes, pas quantitatif, mais fonctionnel des plaquettes, qui peut expliquer des saignements inexpliqués sous le nom de diathèse hémorragique. Docteur Yannick, eh bien, nous venons de perdre le docteur Yannick, le temps qu'il puisse se reconnecter. Nous demandons à chacun de participants de concevoir déjà ou de préparer les questions. Comme ça, lorsque le docteur Yannick va nous revenir et qu'il aura fini avec la présentation, les moments d'échange seront plus fluctuants. On aura peut-être un peu de temps de discussion ici sur Zoom, mais on pourra continuer la discussion sur notre forum WhatsApp. Ok, merci beaucoup, docteur Clémy. Comme il vient de le dire, nous allons continuer. On n'a pas encore fini. Le docteur Yannick va revenir d'ici peu. Et nous avons un autre groupe WhatsApp. Docteur Yannick? Oui, c'est bon. Ok. J'ai envoyé un numéro dans la discussion. Veuillez m'écrire sur WhatsApp pour vous intégrer dans les forums pour la discussion. Docteur Yannick. Il est où, non? Allô? C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Ok, on a presque, il me reste quelques dias, on va finir. Donc, je disais, là, parmi les complications, l'épuration des déchets azotés, donc vous avez une rétention des produits azotés qui peut définir ce qu'on appelle le syndrome urémique, un ensemble de manifestations telles que qui peuvent être d'ordre neurologique, une encéphalopathie urémique, un ordre ou bien l'existence des troubles fonctionnels des plaquettes, définissant la diathèse hémorragique. Il peut y avoir des complications en termes de l'équilibre en eau et en électrolytes. Vous allez voir des patients qui ont une hypervolémie parce qu'en fait, il y a une réduction de l'excrétion urinaire en eau libre. Il y a une rétention, il y a un défaut d'excrétion en potassium, donc le patient va présenter une hypercalémie. Et en termes d'équilibre acide-base, effectivement, il y a une diminution de l'excrétion des acides, des acides fixes, pardon, et donc cela va expliquer l'acidose métabolique. Alors, cette diapositive, elle est importante à mon sens pour dire que l'agression rénale, j'ai bien dit initialement que on sait dire que ce sont les trois premières fonctions rénales qui sont atteintes durant l'agression rénale aiguë. Donc, l'épuration des déchets azotés, l'équilibre acide-base et l'équilibre en eau et en électrolytes. Mais
il vous est peut-être arrivé des cas où vous avez une agression rénale aiguë avec une anémie. Donc, normalement, il n'y a pas d'anémie au cours de l'agression rénale aiguë, à moins que l'anémie soit une conséquence de l'hémorragie responsable du choc hypovolémique et de la nécrose tubulaire aiguë. Mais actuellement, l'agression rénale aiguë est définie comme étant une maladie systémique. Donc, l'agression rénale aiguë s'accompagne d'un syndrome inflammatoire et ce syndrome inflammatoire est responsable d'une réduction de la durée de vie des globules rouges, une augmentation d'une hormone qu'on appelle l'hepcidine qui va détourner le fer, donc est responsable finalement d'une anémie. Donc, on peut avoir une anémie au cours d'une agression rénale aiguë et souvent, il s'agit des agressions rénales aiguës sévères et l'anémie est liée au fait que l'agression rénale aiguë est définie comme étant une maladie inflammatoire, donc une maladie systémique. Donc, c'est pourquoi je vous ai mis cette diapositive pour vous montrer en fait que l'agression rénale aiguë est une maladie systémique qui va présenter des complications neurologiques, l'encéphalopathie urémique, qui va entraîner des complications pulmonaires à travers l'hypervolémie. Le patient peut présenter un OAP. Mais il y a quelque chose d'intéressant parce que lorsqu'il y a une agression rénale aiguë, surtout au niveau de la nécrose tubulaire aiguë, en fait, il y a des débris cellulaires qui vont être relargués dans la circulation et qui peuvent entraîner en fait des microtrombies au niveau de la microvascularisation, de la microvascularisation pulmonaire, par exemple. Vous pouvez avoir également l'hypervolémie, en fait, l'hypervolémie qui est responsable en fait d'une congestion. Et cette congestion n'est pas seulement cardiaque, n'est pas seulement pulmonaire, elle peut être également hépatique et s'accompagner des dysfonctions hépatiques. Donc, cette diapositive, juste pour vous montrer que l'agression rénale aiguë est définie aujourd'hui comme étant une infection systémique avec des atteintes multi-organiques. Alors, pour finir, le traitement a pour objectif de suppléer à la défaillance et ou stopper la progression de l'agression rénale aiguë. J'insiste sur le fait pour stopper la progression parce que si vous vous retrouvez dans un soin intensif, parce que la définition de l'agression rénale aiguë, elle est plus simple, elle est plus aisée à comprendre lorsque vous vous retrouvez dans un soin intensif ou dans une réanimation. Parce que le patient entre en réanimation avec une créatinine qui est normale. Par exemple, il a 0,8 mg par décilitre. À 48 heures, le patient a fois 1,5, le patient se retrouve à 2, par exemple, milligrammes par décilitre de créatinine. Donc, en ce moment-là, vous avez défini l'agression rénale au stade 1. Donc, l'objectif de traitement ici sera de limiter la progression de l'agression rénale aiguë parce que nous avons vu qu'il y avait plusieurs stades. Donc, il faut limiter l'évolution du stade 1 au stade 2 ou encore au stade 3. Donc, c'est plus simple à comprendre lorsque vous êtes dans une réanimation ou un soin intensif où le malade vient et à l'admission, il a une créatinine normale. Mais lorsque vous êtes dans un milieu de référence hospitalier où le malade vient déjà au stade 3, l'objectif du traitement, et s'il y a des complications, ce sera de suppléer à la défaillance de la fonction rénale et donc nous utilisons des méthodes d'épuration extra-rénale. Au-delà de cela, il faut optimiser la volémie. Lorsque le patient est en hypervolémie, utiliser des diurétiques pour essayer de réduire cette volémie, cet état d'hypervolémie. Il faut stopper ou ajuster les médicaments néphrotoxiques, c'est très important. C'est-à-dire que le patient insuffisant rénal qui a une clairance inférieure à 15 ml par minute ne recevra pas la même dose de médicaments, d'aminosides ou d'autres médicaments que le patient qui a une fonction rénale normale. Pourquoi? Parce que, étant donné que la majorité des éléments, des médicaments ont une élimination rénale, donc il y a une augmentation de la toxicité des médicaments, d'où le rôle du médecin est celui d'adapter la dose du médicament par rapport à la clairance du patient. Et il faudra prendre en compte et traiter les complications qui ne sont pas prises en charge par la dialyse, confère par exemple l'anémie. Et très important, toujours traiter le facteur étiologique. Parce que si vous ne traitez pas le facteur étiologique, eh bien, l'agression rénale aiguë continuera à progresser. Cette diapositive, pour résumer un peu, quelles sont les interventions que nous devons avoir en tant que médecins. Et les interventions sont résumées là. Il faut diagnostiquer précocement l'agression rénale aiguë. Il faut ajuster la dose des médicaments lorsque le patient est en agression rénale aiguë,
Toujours bien évaluer le statut volémique. Nous avons vu que l'hypovolémie et la déshydratation étaient un facteur de risque de l'agression rénale aiguë. Il faut éviter ou stopper les médicaments qui sont néphrotoxiques. Pour conclure, je dirais donc que l'agression rénale aiguë est un problème de santé publique, que actuellement le diagnostic repose sur les critères CADIGO, que l'étiologie se base sur une écho rénale, une bandelette urinaire, le sédiment urinaire et surtout l'histoire de la masse importante. Le traitement passe par le contrôle du facteur étiologique et de la prise en charge des complications. Je vous remercie. Ouais, eh bien, merci, docteur Yannick Landou, pour cette brillante présentation. Et nous remercions aussi tous les participants. Avant de passer au moment des échanges, nous aimerons rappeler à tous les participants que c'est mieux d'écrire au numéro envoyé dans le chat par le docteur Mango parce que il aura à nous intégrer dans le forum et à partir de là, il y aura premièrement la discussion et secondement, il y aura aussi la vidéo de toute la conférence qui sera balancée dans le forum. Et bien là, nous allons au moment, avec notre connexion Zoom, passer à quelques questions, peut-être 3, 4, et on pourra continuer dans le forum. Ah. Docteur Désiré Bamba a demandé la parole. Vous avez la parole, docteur. Ok. Veuillez allumer votre micro, s'il vous plaît. Docteur Désiré Banga. Oui, je vous suis très bien. Merci pour la brillante présentation du docteur Patrick que j'ai rencontré à Kinshasa lors de la conférence des néphrologues congolais. Je suis pédiatre à l'hôpital général de référence de Bunia. Nous sommes au nord-est de la RDC à Ituri. Alors, j'ai deux petites préoccupations partant de cette présentation. La première, c'est en rapport avec la cartographie des unités de néphrologie en RDC qui, jusqu'à présent, demeurent quand même inaccessibles. Surtout, par exemple, lorsque on a cette unité seulement à Kinshasa, à Bukavu et à Lubumbashi. Nous, de ce côté, on n'est pas servi. Ça fait que la mortalité liée même à des agressions rénales aiguës est très élevée, que ce soit en pédiatrie ou en médecine interne. Alors, en dehors de ça, il se pose un problème de ressources aussi, parce que s'il faut vraiment atteindre cet objectif, 0 décès d'ici 2025, je pense que ce serait utopique. Hein. Et puis, la deuxième intervention est vraiment, c'est une suggestion, mais pas une question. C'est lorsque prochainement, on va organiser une pareille conférence sur Zoom, il faudrait aussi qu'on tienne compte des aspects pédiatriques de la chose parce que la pédiatrie constitue quand même une population particulière et puis elle paraît quand même un peu plus nombreuse que les malades en médecine interne. Voilà mes deux préoccupations. Merci. Je remercie le docteur Désiré. Vraiment, merci pour vos interventions, votre intervention et vos préoccupations. Pour la première, c'est vrai que concernant les unités de néphrologie qui sont assez mal reparties ou qui n'existent pas, je voudrais premièrement vous dire ceci, c'est une réalité. Mais vous rassurer sans trop vous rassurer, c'est-à-dire quoi? C'est juste vous dire que nous ne sommes pas le seul pays à avoir une faible densité en néphrologues. Donc,
peut-être prochainement, je pourrais partager avec vous un travail sur lequel nous sommes. On appelle ça, en fait, c'est le Global Kidney Health Atlas. En fait, c'est l'atlas mondial sur la maladie des reins. Et vous verrez, en fait, qu'il n'y a pas assez de néphrologues, en fait, dans le monde. Et il n'y a pas assez de néphrologues, surtout dans les pays en voie de développement. Donc, ça, c'est une sonnette d'alarme pour nous, pour pouvoir voir comment accroître le pool de néphrologues. Et moi, je remercie Substance Grise parce qu'en fait, à travers ce genre de communication, ça nous permet de partager notre expérience, de partager nos connaissances et surtout de rendre les médecins aptes à diagnostiquer l'agression rénale aiguë. Parce que actuellement, nous n'avons que 38 néphrologues à peu près, et pédiatres et adultes. Donc, même si on voulait repartir ces néphrologues dans toute la République démocratique du Congo, c'est impossible. Mais à travers ce genre de conférences, on permet d'améliorer peut-être les compétences de chacun de nous, pas seulement de vous, mais moi aussi, parce que moi, j'apprends aussi à travers vous. Donc, savoir diagnostiquer, savoir dépister, diagnostiquer l'agression rénale aiguë, surtout comprendre qu'une agression rénale aiguë est donc voir qu'est-ce qu'on peut limiter pour éviter la progression de l'agression rénale aiguë. Et après, si vous pouvez me contacter inbox, je pense qu'on pourra échanger pour voir comment améliorer les capacités de prise en charge là où vous êtes. Et pour l'aspect pédiatrique de la chose, c'est un très bel apport. Et je pense que Dr Mango va organiser sûrement un autre webinaire prenant en compte les néphropédiatres. J'aurais pu aussi intégrer quelques diapositives concernant l'agression rénale chez les enfants, mais j'ai voulu rester humble en laissant cette partie pour les néphropédiatres. Voilà. Oui, merci, docteur Landou, pour votre intervention. Il y a le docteur Claire Pika qui souhaite poser une question. Docteur Claire Mpika, vous avez la parole. Docteur Claire Mpika. Et allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, nous vous entendons. Oui, je tiens à remercier le docteur pour cette brillante exposé qui nous a vraiment rafraîchi la mémoire. J'avais deux questions. La première, c'est par rapport à la définition de... Bon, en fait, la première, c'est par rapport au traitement de l'agression rénale aiguë. Oui, parce que vous aviez parlé de diurétique et tout. Bon, moi, j'aimerais savoir si après un traitement, parce que souvent, l'insuffisance rénale, en cas d'insuffisance rénale, on peut avoir une hypocalcémie, par exemple, parce qu'il n'y a pas la forme active de la vitamine D qui va permettre l'absorption de calcium. Je me dis, est-ce que c'est important de donner les calciums aux patients atteints de l'agression rénale aiguë ou chronique, et même la vitamine D, est-ce important? C'était un peu ça ma question, parce que souvent je vois certains spécialistes le font, souvent dans la vitamine D, les calciums, et je voudrais savoir si c'est vraiment important. Et la deuxième préoccupation, c'était par rapport à la définition. Vous avez parlé de la créatinine de base. Je me rappelle une fois, on a reçu un patient diabétique. Il est venu déjà avec une créatinine de 2. Bon, on ne savait même pas sa créatinine de base. Bon, j'ai commencé à l'exposer un peu en retard. Je voudrais savoir si on ne connaît pas la créatinine de base, comment on va définir ça. Comment on peut dire qu'il il est dans la phase aiguë ou chronique
C'était un peu ça ma question. Merci. Oui, docteur Yannick, là, vous avez deux questions. La première question, c'était de savoir, dans certains cas où l'ARA, les patients avec ARA peuvent présenter l'hypocalcémie, notamment en cas de rhabdomyolyse et ou des syndromes de liste tumorale. Le docteur veut savoir si il faut mettre de la vitamine D ou pas. Alors, vraiment, c'est une très bonne question. Je remercie le docteur Claire. Alors, effectivement, donc j'ai bien dit, au cours de l'agression rénale aiguë, les complications qui sont le plus retrouvées, c'est donc les complications liées à l'épuration des déchets azotés, donc la fonction d'épuration, les complications liées à l'équilibre de l'homéostasie en eau et en électrolytes, et les complications liées à l'équilibre acide-base. À vrai dire, théoriquement, il n'y a pas de complications liées au métabolisme phosphocalcique, mais le modérateur, en cas de rhabdomyolyse, il y a une hypocalcémie parce qu'en fait, au cours de la rhabdomyolyse, en fait, la lyse cellulaire musculaire ne libère pas que de la myoglobine, mais libère aussi Et allô, le temps que le docteur Yannick puisse revenir avec nous, apparemment on l'a perdu pour quelques petites minutes. Voilà, nous demandons aux collègues qui sont en train d'écrire envoyer les questions dans le chat, dans le groupe WhatsApp. C'est mieux d'écrire au lieu d'envoyer des messages vocaux. Docteur Landou. Allô? Allô? Ok, merci. Donc, je remercie Dr Claire pour sa belle question. Donc, durant l'agression rénale aiguë, théoriquement, on n'a pas d'hypocalcémie. Parce qu'en fait, l'hypocalcémie survient avec la réduction néphronique. Dans la maladie rénale chronique, donc vous avez une atteinte chronique et une réduction du nombre de néphrons, ce qui fait qu'il y a une réduction de la production de la vitamine D à partir de la cellule rénale. Et c'est la carence en vitamine D qui fait qu'il y a un défaut de réabsorption du calcium et d'où l'hypocalcémie. Mais dans l'agression rénale aiguë, il n'est pas question d'une réduction de la masse néphronique. Donc, il n'y a pas de carence en vitamine D en soi. Donc, il n'y a pas de carence en vitamine D, donc il n'y a pas de trouble de réabsorption du calcium. Donc, au cours de l'agression rénale aiguë, il n'y a pas d'hypocalcémie, sauf lorsqu'il y a une rhabdomyolyse, parce qu'au cours de la rhabdomyolyse, il y a une libération du contenu de la cellule musculaire qui n'est pas que de la myoglobine, mais également du phosphore. Et l'élévation accrue du phosphore va complexer le calcium, et c'est ce qui explique l'hypocalcémie au cours de la rhabdomyolyse. Alors, il faut faire très attention. Au cours de l'agression rénale aiguë, surtout si elle est secondaire à la rhabdomyolyse, il ne faut pas donner le calcium. Le calcium ne sera donné que si vous avez une hypocalcémie symptomatique. Pourquoi? Parce que autant vous donnez le calcium, autant vous allez complexer le phosphate, en fait. Vous allez former des complexes de phosphate et calcium, et ce complexe-là peut se déposer sur le tissu rénal
et à son tour entraîner l'insuffisance, l'agression rénale aiguë. Donc, pour me résumer, au cours d'une agression rénale aiguë de façon classique, il n'y a pas d'hypocalcémie. Pas d'hypocalcémie parce qu'il ne s'agit pas d'une réduction de la masse néphronique comme dans la maladie rénale chronique. Dans la maladie rénale chronique, il y a une réduction de la masse néphronique, il y a une baisse de la vitamine D. C'est pourquoi les néphrologues prescrivent la vitamine D, prescrivent le calcium. Mais dans l'agression rénale aiguë, il n'y a pas d'hypocalcémie, sauf dans des situations particulières comme la rhabdomyolyse, comme la pancréatite nécrotique, où on peut avoir aussi des dépôts de calcium sur le tissu pancréatique. Là, on peut avoir une hypocalcémie. Et j'ai rajouté en disant, au cours d'une rhabdomyolyse, on ne donne le calcium que si l'hypocalcémie est symptomatique. Et j'insiste. Et pour la deuxième question, lorsque vous n'avez pas de créatinine de base, effectivement, je l'ai dit, normalement, on attribue une créatinine au patient en se référant à un DFG de base de 75 ml par minute par 1,73 mètres carrés de surface corporelle. Ça, c'est un élément consensuel, mais cela n'est pas dénudé des biais parce que vous pouvez donner une créatinine qui n'est pas valable effectivement à un patient. Mais on cède en utilisant cette formule-là. Ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'en utilisant la classification d'Akin, parce que la classification d'Akin n'utilise pas la créatinine de base. Le patient entre au J1, il a une créatinine à 2. Si dans 48 heures, le patient a 2,4 mg par décilitre, mais c'est qu'il a une agression rénale aiguë au stade 1, parce qu'il a augmenté sa créatinine 3,3 mg par décilitre en 48 heures. Voilà. Merci, Dr. Claire. Oui, merci, Dr. Landou, pour cet éclaircissement. Mais, Dr. Landou, moi aussi, j'ai une question. Ma question, c'est celle-ci. J'aimerais savoir comment manager les traitements par bloqueur du système rénine-angiotensine chez les patients insuffisants cardiaques, sachant que cela pourrait aggraver l'agression rénale aiguë fonctionnelle, pré-rénale. Est-ce qu'il faut les laisser sous IEC par exemple, ou si faudrait suspendre? Alors, docteur, c'est une très... Allô? Le micro, docteur Landou, fermé. Alors, docteur, c'est une très belle question, je voulais dire. Effectivement, d'un point de vue physiopathologique, en fait, si vous avez des bloqueurs du système rénine-angiotensine, en fait, vous réduisez l'hémodynamie rénale et donc vous pouvez aggraver l'insuffisance rénale. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'hémodynamie rénale, lorsqu'on est sous IEC, c'est une ascension transitoire. C'est-à-dire que normalement, lorsque vous êtes sous IEC, on tolère une élévation de la créatinine de moins de 30% de la créatinine de base. Et puis, il y a une stabilité qui s'installe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le patient qui est insuffisant cardiaque, qui a une insuffisance rénale, si l'insuffisance rénale s'inscrit dans le contexte du syndrome cardio-rénal, ben, le patient, il a son insuffisance cardiaque, il gardera ses UEC et il gardera son traitement antidiurétique. Et ce qui est intéressant, en fait, il faut suivre ces patients. On tolère en fait une ascension transitoire de la créatinine et de l'urée chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque, parce que quand ils sont en insuffisance cardiaque et qu'ils sont en surcharge, il faut les dépléter. Donc, on continuera le traitement, on continuera les DPT et on va tolérer l'ascension de la créatinine. On va tolérer l'ascension de l'urée, mais quitte dans un second temps, cette cinétique d'ascension va se normaliser avec le temps. Donc, c'est une question qui a son sens d'un point de vue physiopathologique, mais dans la pratique, on garde les IEC,
Et c'est vrai que ça, c'est toujours agréable, mais moi, personnellement, les IEC sont gardés. Lorsque le patient entre pour insuffisance cardiaque et que la décompensation cardiaque est le facteur étiologique de l'insuffisance rénale aiguë dans ce qu'on appelle le syndrome cardio-rénal de type 1, ben non, moi, je garde les IEC et c'est ce qui est recommandé. Mais par contre, lorsque vous avez un patient qui est sous IEC, qui présente une déshydratation sévère qui entraîne l'insuffisance rénale aiguë, et qu'il n'y a pas de contre-indication à un arrêt des IEC, ben moi, je lève le pied sur les IEC parce que je sais effectivement il y a une perturbation de l'hémodynamie intrarénale et je peux remplacer l'IEC si c'est dans le contexte d'un traitement antihypertenseur par un bloqueur calcique, le temps de passer le cap de l'insuffisance rénale aiguë. Voilà ce que je peux donner comme réponse. Merci, docteur Landou, pour cette brillante exposé et aussi pour ces réponses très claires. Je pense que nous devons arrêter avec la réunion Zoom ici, maintenant pour basculer vers les réponses et les échanges dans le forum WhatsApp. Et pour ma part, je vous remercie et je passe la parole au docteur Mango Gérène. Merci. C'est au nom de la section grise et nous remercions encore une fois de plus Dr Yannick Landou qui, malgré ses multiples occupations, il a honoré notre invitation pour discuter autour de l'agression rénale aiguë. J'espère que tout le monde a appris beaucoup de choses. Nous avons actualisé nos connaissances. Alors, nous vous rappelons que nous avons une plateforme dans laquelle nous continuons à discuter sur cette maladie. Donc, on a envoyé notre numéro, c'est 081 18 38 314. 081 18 38 314. C'est au sein de ce groupe que nous allons envoyer la vidéo Zoom, toute l'intégralité de la vidéo, mais aussi surtout les discussions en fait. Voilà, nous saluons nos maîtres qui nous ont suivis ici en ligne, notamment Dr Lubenga, il était là, je ne sais pas s'il est là, vous pourrez donner des commentaires. Dr Lubenga, vous êtes là? Pas ici déjà connecté, déconnecté. Docteur Lubenga, est-ce que vous êtes là? Docteur Ngoyi, vous êtes là? Oui, apparemment. Docteur Batoumon, est-ce que vous êtes là? Je dois activer les micros déjà. Ok. Docteur Batoumon, vous êtes là? Et réactivez vos micros. Allô, bonjour. Bonjour, docteur. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va. Avez-vous des commentaires par rapport à la conférence? Oui, alors je vous ai rejoint au milieu de la conférence. Je voudrais remercier Yannick pour sa brillante intervention qui nous a rappelé, nous tous, les grandes lignes de la maladie rénale, surtout aiguë. Nous qui avons pris la direction vers le plus grand organe du type digestif, le foie, les types digestifs, on a quand même parfois besoin de se rappeler de toutes ces notions. Donc, j'ai suivi Yannick avec beaucoup d'attention. Je voudrais vraiment le remercier et surtout vous encourager à nous inciter à vous faire des rappels comme ça. Vraiment, c'est une initiative que moi, que je loue. Oui, merci beaucoup, docteur. D'ailleurs, d'ici aussi, on est prêt pour faire des merci beaucoup. En tout cas, merci. Alors, merci Blaise, voilà, merci. Merci Yannick.
Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, s'il vous plaît, avant de clôturer? Ah, OK. Docteur, tout le monde, je peux vous écrire sur WhatsApp, comme ça, j'aurai votre numéro pour vous intégrer dans le groupe pour la discussion. Bon, je vais écrire. Voilà, à présent, nous, c'est en ce moment que nous mettons fin à notre conférence. Docteur Land, vous avez un mot à dire pour clôturer? En tout cas, je vous remercie sincèrement du fond de mon cœur. Vraiment, je vous invite à continuer ainsi. C'est une bonne initiative de partager le savoir avec ceux qui sont à Kinshasa et surtout ceux qui sont à l'intérieur, parce que j'ai vu qu'on était suivi par beaucoup de personnes qui sont à l'intérieur. C'est toujours pas aisé pour eux d'avoir l'information. Et j'espère que dans le groupe, pour ceux qui sont médecins, qui veulent faire la spécialisation, on aura beaucoup de néphrologues parce qu'on n'en a pas assez. Et moi, personnellement, je vous invite à intégrer la Société internationale de néphrologie où je suis membre. Je suis dans le comité des jeunes néphrologues. Et cette société offre vraiment beaucoup d'opportunités en termes de bourses de recherche, en termes de bourses de training. Et vraiment, je ne sais pas, je peux vous passer les liens aussi dans le groupe Substance Grise pour que ça puisse vous aider. Et surtout, j'aimerais avoir beaucoup de néphrologues. J'espère que Jared va faire la néphrologie. Je ne sais pas encore, mais bon. Merci beaucoup et bon courage à vous. Et n'hésitez pas, c'est vrai que parfois nos programmes sont assez limités, mais je pense que je donnerai mon temps, vraiment vu le besoin de passer, sensibiliser sur peut-être prochainement la maladie rénale chronique ou bien certains aspects spécifiques comme l'anémie au cours de la maladie rénale et ainsi de suite. Voilà. Vraiment, merci encore une fois de plus. Merci. Comme vous l'avez entendu, le docteur Yannick Landou, c'est l'un des pionniers vraiment jusque-là. Il est en train de cartonner sur la néphrologie. Ils ont organisé une activité internationale sur la néphrologie qui a réuni pas mal de conférenciers d'ici et d'ailleurs. Donc, il est disponible. En nous inscrivant sur WhatsApp, on peut vous mettre en contact avec des docteurs pour des questions, pour des activités de toutes sortes. Et nous vous remercions, vous les participants, et merci beaucoup, fils docteur Yannick Landou, et, mais aussi surtout à notre modérateur, docteur Clémy Maoulou. Merci beaucoup. Bye, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à tous. Merci aussi à docteur. On continue sur WhatsApp. Veuillez nous écrire sur le numéro 081 18 38 314. 081 18 38 314. Veuillez nous écrire parce que nous ne sommes pas. Veuillez nous écrire parce qu'il y a tellement beaucoup de numéros. Veuillez nous écrire pour vous intégrer. 081